Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Philippa Parks et je suis professeure adjointe au département de pédagogie dans la faculté d'éducation à l'Université de Sherbrooke. Aujourd'hui, je donnerai un aperçu d'une nouvelle méthode de collecte et d'analyse de données narratives appelée cercle d'histoire. Je commencerai par présenter le contexte de la recherche et les raisons pourquoi lesquelles j'ai créé cette nouvelle méthode. Ensuite, j'expliquerai un peu plus généralement pourquoi l'enquête narrative est un choix intéressant pour enquêter sur l'identité et le moment de transformation. Ensuite, j'expliquerai les étapes de la collecte et l'analyse des données. Enfin, je résumerai la présentation en offrant quelques réflexions sur les enjeux et les avantages de cette méthode avant d'ouvrir les conversations aux questions. Je vous encourage à utiliser le chat pendant cette présentation pour poser des questions. Bon, cette méthode de collecte et analyse de données a été utilisée à l'origine dans la phase qualitative d'une étude de méthode mixte que j'ai faite pour ma recherche doctorale. La question globale que j'étudie était « Quelles expériences les enseignants d'anglais langue seconde vivent-ils pendant leur stage qui renforcent ou érodent leur résilience ?» Mes 15 participants étaient tous des étudiants inscrits en troisième année d'un baccalauréat en éducation, spécialisation anglais langue seconde dans 2 universités différentes de Montréal. Le tableau dans le diapositive présente des données démographiques des participants classés par pseudonyme. J'ai choisi l'enquête narrative pour ma recherche qualitative car elle offre des riches possibilités aux chercheurs qui étudient l'identité et la transformation. Comme son nom indique, la recherche narrative consiste à recueillir et raconter des histoires sur la vie des gens. De nombreux théoriciens de l'éducation affirment que les histoires ne sont pas seulement un moyen efficace de comprendre l'identité, mais les histoires sont des identités. En effet, nous sommes nos histoires. Nous organisons nos esprits à travers des histoires. Ainsi, si nous voulons comprendre le développement de l'identité, écouter les histoires des participants devient un acte d'écoute de leur identité telle qu'elle se construit. Car le soi n'est pas une chose statique ou une substance, mais une façon d'inscrire un événement personnel dans une unité historique qui inclut non seulement ce qui a été, mais aussi les anticipations de ce qui sera. Étant donné que les expériences vécues pendant le stage sont souvent des lieux de tension et de transformation pour les enseignants en formation initiale, les études des récits que les enseignants en formation initiale racontent pendant le stage peuvent nous permettre de découvrir des moments de transformation tels qui sont vécus par les participants. Elles permettent également d'explorer la manière dont ces incidents critiques sont compris par les participants et assimilés dans leur identité professionnelle émergente. Les données ont été recueillies à 3 intervalles différents au cours du pratiquum. Au début, en septembre 2019, à mi-parcours en octobre et à la fin du pratiquum en décembre 2019. Pour chaque session, les participants ont été invités dans une salle de conférence. Là, ils ont reçu des rafraîchissements. Ils ont été invités à lire les instructions et les questions écrites sur des cartes. Les sessions ont duré 1 heure chacune. Le chercheur était présent, mais restait en retrait à chaque session. Les participants étaient encouragés à lire des questions qui les intéressaient, à raconter des histoires en rapport direct ou indirect avec les questions. Tous les entretiens ont été enregistrés à l'aide de l'application Voice Recorder et ont été ensuite transcrits avec Word, puis finalement été transférés dans les feuilles de calcul Excel pour être analysés. Plus de 200 histoires ont été générées pendant les 6 heures d'entretien de groupe.
Je vais maintenant expliquer comment ces histoires ont été identifiées dans les transcriptions et comment elles ont été analysées. Ces histoires ont été recueillies et analysées selon la méthode de Cortázar. Dans cette méthode, les récits racontés par des participants sont identifiés par leur syntaxe, qui était généralement au passé, et une fois identifié, chaque récit est numéroté, N1, N2, pour faciliter la consultation. Finalement, les récits ont été analysés et classés. L'analyse et classification ont suivi la méthode d'évaluation des récits de Labov, c'est-à-dire identification du résumé, l'orientation, l'accent compliqué, l'évaluation, le résultat et des fois le coda. L'évaluation des récits est essentielle à identifier car il nous permet d'extraire des informations sur les croyances des participants, sur l'enseignement et sur le processus de construction de l'identité et résilience en cours. Une fois que l'évaluation de chacun de ces 222 récits ont été identifiés, j'ai cherché des preuves des points communs entre les expériences individuelles et j'ai regroupé ces points communs sous des thèmes récits généraux que j'ai codifiés ici par couleur. Ces thèmes ont été affinés et révisés par des passages itératifs à travers des données de transcription. Ensuite, des comparaisons entre les données issues des transcriptions des cercles d'histoire et 2 formes supplémentaires de collecte de données étaient continus et itératifs. 8 thèmes majeurs ont émergé de l'analyse des données narratives. Le nombre de récits sous chaque thème a été aussi compté afin de renforcer la validité des conclusions. Polkinghorne divise l'enquête narrative en 2 types, l'analyse des récits et l'analyse narrative. La principale différence entre les 2 approches est le type de données collectées et le type d'informations produites. Dans la première, les données collectées sont uniquement narratives et l'analyse produit des typologies ou des catégories paradigmatiques. Dans la seconde, la collecte de données peuvent provenir de plusieurs sources, mais les informations sont transformées en histoires, par exemple les biographies ou des histoires ou des études de cas, par le chercheur. Dans le premier cas, les participants écrivent leur histoire. Dans le second, c'est le chercheur qui écrit l'histoire du participant. La méthode de recherche que je vous ai présentée aujourd'hui serait classée par Polkinghorne comme la première, une analyse de récits, car j'ai recueilli des données sous la forme de récits racontés par mes participants et je les ai analysés en utilisant un processus paradigmatique en recherchant des similitudes et en regroupant les histoires en fonction de ces similitudes. Je vais maintenant présenter quelques avantages que l'utilisation des cercles d'histoire peut offrir par rapport aux d'autres méthodes de recherche narrative plus traditionnelles utilisées par des chercheurs. L'utilisation d'un cadre de groupe plutôt qu'un entretien individuel présente plusieurs avantages. Tout d'abord, les histoires nécessitent un public. La possibilité de raconter des histoires dans un cadre de groupe rappelle le type d'interaction qui se produisent naturellement entre les participants, des futurs enseignants en formation, notamment lorsqu'ils révèlent des défis, testent leur compréhension et consolident leur identité pendant le practicum. Deuxièmement, au cours d'une discussion de groupe, une idée suggérée par un conteur peut aider les autres à se souvenir de cas spécifiques et d'anecdotes dans leurs propres expériences, ce qui entraîne la génération d'un plus grand nombre d'histoires dans peu de temps. De plus, les données recueillies étaient extrêmement riches en informations, non seulement des expériences vécues, mais aussi comment les participants ont compris leurs expériences, ce qu'on appelle du sense-making en anglais. Troisièmement, le nombre considérable d'histoires racontées en un court laps de temps, ici 222 récits sur 6 heures d'entretien de groupe, en fait une méthode très efficace
et renforce la validité des résultats de recherche, en particulier lorsque les histoires racontées par plusieurs participants s'avèrent capturer des points communs entre les expériences individuelles. La structure de groupe permettait aussi aux participants de guider le flux et la direction de la conversation, ce qui en fait une approche particulièrement centrée sur les participants et profondément ancrée dans la pratique réflexive, qui permettent aux participants de réfléchir à leur propre apprentissage. Cette structure est aussi bénéfique pour les participants. Le fait de raconter ces histoires a été cathartique pour plusieurs. Car l'une des participants expliquait après une session, nous avons appelé ça une genre de thérapie rémunérée. La structure de groupe pose certainement aussi quelques défis logistiques, car il n'est pas toujours facile de trouver une date et une heure qui convient à tout le monde. Dans ce projet de recherche, j'ai abordé ce problème en planifiant des rencontres avant ou après les cours obligatoires à l'université qui ont eu lieu pendant le stage. Finalement, l'une des critiques de l'utilisation des groupes de discussion traditionnels est le phénomène de la pensée de groupe, c'est-à-dire la tendance d'un groupe à se conformer à un point de vue dominant plutôt qu'au type de diversité d'opinions qui apparaissent dans les contextes individuels. Dans cette méthode, cependant, chaque participant était invité à partager une histoire sur une expérience plutôt qu'une opinion sur un sujet. Il s'agit d'une nuance importante. En d'autres termes, si les participants étaient susceptibles de supprimer les opinions avec lesquelles ils pensaient que le groupe n'était pas en accord, ils étaient moins susceptibles de le faire dans un contexte narratif, car ceux qui partageaient étaient un compte-rendu de leurs propres expériences et non leur opinion. En tant qu'auteurs de leurs propres histoires, ils avaient l'autorité sur l'expérience et se sentaient moins susceptibles d'être mis en question par quelqu'un d'autre dans l'équipe. Ce qui était négocié par le groupe, c'était plutôt le sens ou le moral de chaque histoire racontée. En conclusion, cette méthode de recherche narrative a beaucoup à offrir en termes de richesse et de volume de données, en proposant une méthode centrée sur les participants. Elle est également profondément ancrée dans la pratique réflexive qui permet aux participants de réfléchir à leur propre apprentissage. Je vous remercie d'avoir écouté cette présentation. Je vais maintenant ouvrir la discussion à vos questions.